Il est 6h30, bon réveil et bon début de journée. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver dans votre matinale Kenkiliba et merci beaucoup d'être fidèle à ce rendez-vous du matin sur la RTS. Nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous aurez sur le plateau la chronique culture, comme vous le savez, qui est toujours présentée par Laura. Et nous aurons aujourd'hui 3 invités. Les deux seront dans la première partie s'il s'agit de 2 professionnels de la santé réunis pour le même objectif. Et nous allons tout à l'heure découvrir leur profil avec Sarah Louya qui va également nous rejoindre sur le plateau. En deuxième partie, nous aurons notre 3e invité, surprise, je vais le dire comme ça, et vous allez le découvrir tout à l'heure. L'équipe va me rejoindre dans un instant sur le plateau, mais en attendant qu'elle s'installe, je vous propose de suivre la météo du jour, le temps qu'il fera à Dakar et à l'intérieur du pays. Nous allons tout de suite le découvrir et on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La houle dangereuse annoncée par l'ANACIM au niveau des côtes sénégalaises restera de mise jusqu'à pratiquement cet après-midi, en début d'après-midi vers 12h. Donc l'alerte prendra fin ce mercredi vers 12h au niveau des côtes sénégalaises. Donc nous demandons aux marins-pêcheurs de rester quand même patients par rapport à cette alerte et que les conditions seront un peu plus favorables en fin d'après-midi allant vers la nuit d'aujourd'hui. Donc, sur le reste de l'actualité, c'est un ciel qui restera passagèrement nuageux sur une bonne partie du pays. D'ailleurs, sur les prévisions de la journée d'aujourd'hui, c'est un temps qui sera fortement ensoleillé. Quelques passages nuageux par endroits sur le pays. Il fera chaud, mais moins chaud qu'hier, mesdames et messieurs. Des températures de 38 à 39 degrés Celsius au niveau des régions centre et est du pays et un pic de 40 degrés attendu vers Kaffrine. Sur les régions sud, les températures seront moins marquées, notamment en Casamance, 33 à 35 degrés Celsius entre Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Une température minimale de 31 degrés qui sera notée à Dakar donc pour la journée d'aujourd'hui. Des vents de secteur nord-est qui vont maintenir une certaine tension de chaleur à l'intérieur du pays. Mais Dakar bénéficie toujours des alizés maritimes qui ont tendance à adoucir un peu le temps vers la capitale sénégalaise. Mesdames et messieurs, donc, en résumé, c'est cette houle qui prendra fin à partir de midi sur les côtes sénégalaises et cette chaleur qui va persister tout de même à l'intérieur du territoire sénégalais avec un pic de 40 degrés à Kaffrine. Donc, pour boucler ce bulletin, nous revenons un peu sur quelques informations qui ont été, disons, publiées par le site officiel de l'Organisation météorologique mondiale et qui nous donne des informations très sensibles sur les risques de catastrophes dont la population mondiale sera exposée d'ici 2030. Donc, comme vous le voyez, 560 catastrophes qui sont prévues en moyenne par an. Donc, d'ici 2030 sur l'ensemble du globe terrestre, ce qui fera 1,5 événements par jour. Donc, ces catastrophes seront plus ou moins des inondations, des périodes de sécheresse, des feux de brousse qui ont été entraînés par des températures très élevées, mais aussi des tempêtes dues à des rafales de vent. Donc, on est ainsi exposé à ces catastrophes avec une moyenne de 560 catastrophes par an sur l'ensemble du globe terrestre. Donc, une autre information de taille, mesdames et messieurs, c'est la performance des systèmes d'alerte précoce. Donc, les pays où leur système d'alerte précoce n'a pas une couverture nationale ont tendance à être un peu plus exposés au taux de mortalité, donc 8 fois plus élevé au taux de mortalité par rapport aux pays où la couverture est nationale. Donc, ce qui montre en réalité qu'il est nécessaire que des systèmes d'alerte précoce soient mis en place, mis en œuvre, afin de réduire les risques de catastrophes qui seront plutôt, mesdames et messieurs, un peu plus présents pour les années à venir. Donc, voilà l'information du jour. Rendez-vous demain pour d'autres informations météorologiques. Passez une excellente journée, mesdames et messieurs. Et c'est donc la météo du jour. Merci beaucoup à nos partenaires de l'ANACIM pour ces prévisions. Et je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h, mais aussi en direct sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et surtout sur la RTS1. Et l'équipe est déjà au complet. Je l'invite justement à me rejoindre sur le plateau de Kenkiliba. Il s'agit, je le rappelle, de Sarah
de Laura et de nos deux invités. Et je les laisse justement le temps de s'installer. Bonjour à tous. Bonjour Adama. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Ça va. Contente de te retrouver. Je suis contente aussi. On installe nos invités, évidemment. Exactement. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de Ken Kiliba. Et dans un petit instant, Sarah va justement nous présenter le profil de nos invités. Mais en attendant, je fais un petit coucou à Laura quand même. Ça va? Ça va, merci. En forme, hein? Ça va bien, merci. Alors, Sarah, nous recevons aujourd'hui 3 invités au total, mais les 2, comme vous le voyez, seront de la première partie avec nous. Et je te laisse le soin de nous les présenter. Absolument, un jour bien choisi, puisque aujourd'hui, le 8 novembre, c'est la journée mondiale de la radiographie, un examen important, puisque le thème dont nous allons parler ce matin, c'est l'orthopédie. Nous avons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau ce matin, pour le 3e numéro de la semaine, le professeur Charles Kimpé, qui est médecin-chef chirurgien orthopédiste, justement. L'un des meilleurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont ses confrères et les personnes avec qui il a eu l'occasion de collaborer qui nous le disent. À ses côtés, il y a Emmanuel Decondé, qui est le directeur du centre hospitalier de l'Ordre de Malte. Et ce matin, nous revenons sur le programme d'amélioration de l'offre de santé en chirurgie orthopédiatrique dans le réseau hospitalier sénégalais et d'accès à la chirurgie orthopédiatrique. C'est beaucoup de mots en même temps, mais je sais que ça va être très bien expliqué par nos invités ce matin. Et donc, c'est en faveur absolument des enfants les plus vulnérables. Le programme a démarré depuis 2022. Il doit se dérouler sur 3 ans. On fait le point, on va dire tout simplement à 1 an du terme de ce programme ce matin avec nos invités. Oui, ce sera dans un petit instant. Bonjour, monsieur Decondé. Bonjour, madame. Très très bien, merci. Monsieur Kimpé. Bonjour, cher. Ça va? Bienvenue encore une fois Merci. sur le plateau de Ken Kiliba. Et Laura, dans ta chronique culture tout à l'heure, on parle de quoi? Alors, on va reparler de consommer local avec la clôture ce week-end du mois du consommer local qui s'est tenu pendant 10 jours sur la place du Souvenir et aussi dans le reste des pays de l'UMOA. C'est ça. Alors, nous allons tout de suite retrouver le coach Tamba Khadiaye en salle de sport pour les exercices du matin. La capsule gymnastique, c'est tout de suite et on revient sur le plateau juste après. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours à Pékin avec Pékin Fitness D22 et nous allons aujourd'hui vous présenter le Body Combat. Alors, le Body Combat, c'est vrai qu'hier avec le Body Attack, mais aujourd'hui avec ce Body Combat, évidemment, avec toujours nos coachs qui sont ici, avec le coach, évidemment, Neymar en compagnie et bien d'autres coachs, on va justement apprécier la valeur de ces exercices qui vous sont proposés. Alors, mesdames et messieurs, regardez le Body Combat. Ici, évidemment, on va penser au self-défense, puisque, allez, ça va dans tous les sens, avec ces coups, regardez, puisque là, vraiment, et c'est comme si peut-être de la boxe française, hein. Alors, la différence avec le Body Attack, ici, on en est au Body Combat. Alors, voyez, mesdames et messieurs, surtout avec les filles. On imagine un adversaire, évidemment, qui n'existe pas. Et puis regardez ces coups, mesdames et messieurs. Alors là, le Body Combat est encore là. C'est vrai qu'on va corser un tout petit peu ce Body Combat, hein, avec les jambes, mais aussi le placement des jambes, mais aussi les coups avec les bras.
si c'était les 3 coups de la boxe, puisqu'en boxe, évidemment, quand vous avez le direct, le crochet, mais aussi l'uppercut. Allez, regardez, appréciez. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé. Alors, on a l'habitude de dire, terminus, tout le monde descend. Alors, ici à Pékin, évidemment, avec cette magnifique salle, avec également des hommes et des femmes assez merveilleux. Vous les avez vus lundi et mardi. Alors, aujourd'hui, avec le body combat, mesdames et messieurs, vous avez certainement bien apprécié. Alors, ceci dit, nous allons nous retrouver demain, mais ce sera là-bas, sur le plateau de la RTS. Alors, le plateau, je vous salue tous. À demain. J'arrive. Exactement. Demain, vous serez là en direct sur le plateau de Ken Kiliba pour nous parler de gymnastique. Et on a vu ces gens en salle étaient très en forme. Et ça donne même envie d'aller en salle et de pratiquer une activité sportive. Absolument, Oui, parce que dans tous les cas, je pense qu'avec le professeur qui est en plateau avec nous, il ne fera que confirmer cela. Aller en salle, avoir une activité physique régulière. Le sport, c'est important pour la santé, justement, Absolument. pour le maintien de la santé. On ne le dira jamais assez. Absolument. Alors, vous avez peut-être vu toutes ces publications qui défilaient hier sur les réseaux sociaux. C'était plutôt des interrogations que se passait à Bargny. Beaucoup se sont demandé il s'agissait de quoi, mais il s'agit justement de cette pirogue, une nouvelle pirogue qui a atterri à la plage de Guédiawaye. Cela s'est passé lundi dans la soirée, mais on en parle depuis hier, surtout dans la soirée également. Cette pirogue qui a quitté Bargny avec à son bord 250 personnes en partance pour l'Espagne, mais qui n'a pas pu arriver jusqu'à Saint-Louis. Il y a eu les vagues qui ont un petit peu secoué la pirogue. En plus, la Marine nationale qui a été interpellée à temps et qui a justement suivi cette pirogue qui s'est finalement retrouvée à Guédiawaye avec 2 personnes qui sont décédées et 4 autres qui sont actuellement dans un état critique. Et là encore, on ne le dira jamais assez, l'immigration clandestine est en train de faire des dégâts, Sarah. Oui, cette recrudescence ces dernières années nous interpelle tous. Moi, j'ai été très choquée. Ce lundi encore, on en parlait en plateau avec Anta, avec une femme enceinte qui a accouché dans des conditions, vous imaginez, extrêmement difficiles, dans ces pirogues-là. On se demande véritablement qu'est-ce qui se passe. Et je posais la question lundi en plateau. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? Parce que ces candidats à l'immigration irrégulière le savent, en partant, c'est leur vie qu'ils mettent en jeu. Ils le savent, c'est mourir, périr, et pourtant ils prennent tout de même ces risques-là. Je pense qu'il est important aujourd'hui, puisque le gouvernement a déjà une stratégie pour freiner et endiguer le fléau, que l'on puisse véritablement accentuer et renforcer les mesures pour contrôler les zones de départ. Parce qu'on les connaît, ces zones de départ. Oui, et je pense que le 20 juillet, le chef de l'État avait appelé à cela. Ensuite,
renforcer encore une fois les moyens de la marine. Mais au-delà de ça, je pense que la sensibilisation, elle est importante. Il faut qu'on s'arrête pour échanger et parler, non seulement avec les jeunes garçons, mais également c'est des jeunes femmes maintenant. Il y a toute une stratégie derrière, tout un réseau de passeurs derrière. Et ces passeurs-là, moi je le disais encore une fois, ces gens-là, il faut les traquer, il faut les arrêter parce que pour eux c'est du business. Oui, ils font du business avec la vie, on ne joue pas avec la vie. Et je pense que la sensibilisation, elle est importante. Il faut qu'on explique aux gens qu'en partant de l'autre côté, on n'est pas sûr véritablement d'avoir une meilleure vie. Et encore, maintenant, il y a des accords qui font que certains reviennent à la case départ. Donc vous imaginez, vous investissez 1 million, 2 millions, 3, 4 pour aller en Europe, chercher un Eldorado qui véritablement n'existe pas parce que de l'autre côté aussi, il y a des situations très difficiles. La crise, elle est partout maintenant. Et vous revenez à la case départ. Donc c'est une perte sèche. On n'en est pas encore à un tel désespoir. Il y a encore beaucoup d'espoir sur notre continent. Le soleil brille encore et je pense qu'il faut que les gens le comprennent. C'est ça. Et tout à l'heure, tu faisais allusion aux femmes. À noter aussi que parmi les 2 morts qui ont pour le moment été décomptées, l'une des victimes est une femme qui serait âgée de 30 ans. C'est dommage, oui. C'est vraiment dommage. Et on en parle tous les jours. On voit des morts. Mais n'empêche, il y a encore des candidats à l'immigration clandestine. On a l'impression que cela ne décourage absolument pas ces jeunes, ces hommes et ces femmes, et même les enfants qui sont souvent embarqués dans ces aventures. C'est ça, parce que... Effectivement, il y a parfois des pères de famille qui partent avec leurs enfants et c'est vrai que le phénomène interpelle toujours plus et puis ça ne s'arrête jamais. Donc en fait, effectivement, c'est sûr qu'on va toujours se demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour pouvoir justement endiguer, comme tu disais, le phénomène. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement faire plus de sensibilisation parce que, comme on le disait en off, les gens qui partent savent très bien qu'ils peuvent mourir en chemin, mais ils sont tellement désespérés qu'ils préfèrent en fait même risquer leur vie. Et c'est ça qui est malheureux, c'est de se dire que voilà, on peut perdre la vie comme ça en allant chercher mieux ailleurs. Comme tu disais, c'est pas forcément mieux ailleurs déjà. Et c'est vraiment un phénomène je pense qu'il faut jamais détourner le regard de ce problème-là parce qu'effectivement, on en entend de plus en plus. On en parlait lundi, on en reparle aujourd'hui. C'est quand même terrible. Et ce qui est sûr, on va en reparler pratiquement toute la semaine, malheureusement. Les chiffres, véritablement, font froid dans le dos. Quand on les compte aujourd'hui, tous ces jeunes qui meurent, et même ceux qui arrivent là-bas, les conditions dans lesquelles ils sont là-bas, parce qu'il y a des camps surpeuplés. Véritablement, je pense qu'il faut aussi que nos politiques s'interrogent sur comment est-ce qu'ils arrivent à gérer la question de la jeunesse et les politiques qui sont mises en place pour l'emploi des jeunes, parce que beaucoup partent pour rechercher un mieux-être. Et donc, comment on arrive à agencer tout ça pour redonner de l'espoir aux jeunes? C'est ça la grande question aujourd'hui. Elle se pose à chacun de nous et notamment à nos politiques également. Oui, c'est ça. L'emploi des jeunes est plus souvent la raison qui est mise en avant. On parle aussi de la pression sociale, certains qui cherchent à échapper à cette pression sociale. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Kempé? Écoutez, du phénomène de manière générale. Tout d'abord, bonjour à Sarah, bonjour Adama et également Nora. Merci de nous donner l'opportunité, en tout cas, de parler un peu de notre structure, mais également de tout ce qui se passe dans notre pays. Je pense qu'il faudra effectivement une très grosse sensibilisation, que les leaders d'opinion et nos autorités étatiques mettent la main à la pâte pour justement endiguer ce problème et essayer, en tout cas, de conscientiser ces jeunes que le meilleur reste à venir. Et aujourd'hui... C'est ça. Et aujourd'hui, en fait, il faudra justement leur montrer et leur expliquer qu'ici, au Sénégal, ils peuvent trouver justement ce qu'ils cherchent. On a des terres arables, en fait, l'agriculture peut leur permettre justement de se développer, mais également de subvenir aux besoins de leurs parents, mais également à leurs propres besoins. Il y a effectivement le poids social qui est là, oui. Qui est là. Et puis certains ont tendance justement à fuir en fait parce qu'ils n'ont pas envie de, ils ont envie d'aller ailleurs pour justement s'occuper d'eux-mêmes. Surtout quand il y a quelqu'un qui réussit dans le quartier. Voilà, c'est l'image que toi, comment tu fais pour rester toujours là? Alors c'est ça qui pousse un petit peu les jeunes. Ceux qui sont de l'autre côté, qui arrivent à construire, qui arrivent à se réaliser. Exactement. Et on se dit, dans la maison, dans la cour, dans le quartier, toi tu es là, pourquoi tu ne pars pas? C'est mieux de l'autre côté. Oui. Et donc cette image-là, qui n'est pas forcément vraie, ça aussi, ça joue beaucoup. Il faut la déconstruire. Oui. Absolument. C'est ça. Absolument. Et c'est tout un travail. Un petit mot, monsieur Emmanuel de Condé.
Bonjour madame, bonjour mesdames. Merci infiniment de nous offrir cette tribune, effectivement, le professeur Kimpé et moi-même, pour parler de notre projet. Alors, sur cette question précisément, qui est une question d'ordre général, évidemment, c'est un drame pour nous tous, que l'on soit sénégalais ou expatriés, d'assister à ces migrations, pas encore massives, mais en tout cas importantes, et puis qui causent de tels dégâts humains. Et alors, en l'occurrence, si je dois faire un lien avec mon propre métier de directeur d'hôpital, moi qui suis expatrié dans un pays que j'aime profondément, c'est d'autant plus triste que le Sénégal est un pays d'avenir où tout est possible. Et quand je vois le bonheur de mes personnels qui travaillent au quotidien pour leur pays, j'ai envie de dire à cette jeunesse sénégalaise, faites effort. Les jours sont parfois difficiles, les temps sont parfois difficiles, mais faites tout ce qui est en votre pouvoir, et grâce évidemment aussi à l'appui des pouvoirs publics, pour rester dans ce pays et le construire, le développer. Oui, absolument, c'est important. Et on rappelle aussi que, puisque l'on parlait tout à l'heure des mesures à prendre surtout du côté étatique, on rappelle que pas plus tard que lundi, le chef d'État Macky Sall avait interpellé notamment le chef général, le SEMGA, chef d'État-major général des armées, sur le pourquoi de ce phénomène qui continue à faire des ravages, puisque, comme on le sait, la Marine nationale a vraiment des moyens à sa disposition pour traquer ces réseaux et pour interpeller toutes ces personnes. Absolument. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes et on espère qu'elles aboutiront à quelque chose, surtout à des résultats qui permettront justement de venir à bout de ce phénomène. Alors, oui, excuse-moi Adama, je te coupe pas, mais véritablement, on le disait tout à l'heure, les zones de départ sont connues. Il faut les surveiller, il faut les contrôler. Mais encore une fois, ces passeurs, c'est comme la contrefaçon en réalité. Absolument. Vous trouvez un moyen pour les bloquer, ils essayent de trouver d'autres chemins, d'autres voies pour contourner véritablement tout ça. C'est pourquoi, encore une fois, il est important aussi d'insister sur la sensibilisation et de montrer des images qui choquent aussi parfois. Ce qui s'est passé à Lampedusa, ce qui se passe aujourd'hui en mer, il faut que les gens le voient et comprennent véritablement que de l'autre côté, les gens sont dans des conditions extrêmement difficiles. Absolument. Et en Occident, dans de nombreux pays, les gouvernements sont en train de prendre des mesures qui font que ces gens ne pourront pas rester là-bas. On va les ramener, c'est ça. C'est ça. Oui, absolument. Alors, on va maintenant passer à la chronique culture de Laura à 6 heures passées de 54 minutes. Et Laura qui nous parle d'abord tu reviens sur le mois du consommé local. Tout à fait. Alors effectivement, le mois du consommé local qui s'est achevé donc ce week-end sur la place du Souvenir, donc qui a été célébré cette année au Sénégal du 26 octobre au 5 novembre. Alors il faut savoir justement ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que c'est un événement qui se tient conjointement depuis le démarrage en 2020 au Burkina Faso, dans plusieurs pays de l'UEMOA. Donc comment ça s'est passé au Sénégal? On va d'abord regarder cet élément et on y revient juste après pour la question sous-régionale. Oui. De la maroquinerie, des produits locaux transformés, de l'artisanat, en passant par l'habillement, tout ce qui est exposé ici est fabriqué par les Sénégalais avec de la matière première, bien de chez nous. Un savoir-faire qui n'est plus à démontrer. Le mois du consommé local, une vitrine pour ces artisans. La promotion du consommé local demeure la solution durable pour renforcer notre capacité de résilience et la survie même de nos économies. Cette promotion vise particulièrement à montrer les produits issus de nos terroirs et également le savoir-faire de nos artisans. Par la promotion du consommé local, nous développons ainsi les chaînes de valeur des biens et services locaux, de l'étape de la production à celle de la commercialisation, en passant par la transformation, sans compter les effets connexes positifs dans d'autres secteurs d'activité tels que le transport, les services financiers, l'ingénierie de services, entre autres. Autant de secteurs touchés par la chaîne pour une souveraineté économique durable. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons est donc une réponse face à la situation conjoncturelle. Après avoir rappelé l'action de l'État pour faire face à ces chocs exogènes conjoncturels, nous nous étions alors entendus sur l'importance du consommé local comme réponse structurelle et sur la nécessité d'en assurer la promotion afin de rendre notre économie plus performante. C'est donc avec un réel plaisir que je viens poursuivre ces échanges qui, à travers un dialogue constructif et fécond,
font partie du dispositif de suivi de l'exécution de nos résolutions et d'évaluation des mesures prises dans cette optique. Cet événement traduit en acte une conviction du chef de l'État, le parrain de cette édition. Son Excellence, M. Macky Sall, a été choisi pour 2 raisons par le Comité national. D'abord, pour sa vision d'avoir doté notre pays d'une stratégie nationale de souveraineté économique. La deuxième raison, c'est surtout ses résultats très significatifs dans tous les secteurs de l'agriculture, en passant par la pêche, la santé, surtout les infrastructures. Le mois d'octobre est dédié au consommé local sur l'ensemble de l'espace UEMOA. Cette initiative qui consiste à consacrer chaque année le mois du consommé local à l'intensification des actions de promotion de la consommation des produits locaux vise à relever le niveau des échanges intracommunautaires, donc entre les différents pays de l'UEMOA, en encourageant la consommation des productions agricoles, artisanales et industrielles, ainsi que des services qui sont produits par les personnes physiques et morales qui travaillent dans l'espace UEMOA. Quelle stratégie pour stimuler davantage la consommation des biens et services locaux au sein de l'UEMOA? Tout au long du mois, des réponses seront apportées à cette question, thème principal de la 3e édition du mois du consommé local. Et c'est vrai, Laura, que nos producteurs sont en train d'abattre un travail important. Il leur manque juste le soutien et l'accompagnement qu'il faut, n'est-ce pas? Comme ça a été mentionné dans le sujet. Tout à fait, l'accompagnement, c'était vraiment le thème clé un petit peu de cette édition. Et c'est vrai que pour tous les pays de l'UEMOA, en fait, l'idée, c'était de réfléchir à quelles sont finalement les stratégies pour stimuler davantage la consommation des biens et des services locaux, donc dans l'ensemble de l'espace. Et donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est organisé conjointement dans les différents pays de l'UEMOA. Donc au Sénégal, on a vu finalement avec la clôture ce week-end qu'il y a eu des remises de diplômes, de reconnaissance qui ont été remis à des acteurs clés qui ont contribué à la réussite de l'événement, mais surtout que plusieurs conventions ont été signées pour le développement finalement des PME et l'accès au financement. Et c'est souvent à partir de là que ça commence et que justement on peut par la suite se développer et proposer plus de produits locaux qui seront aussi mieux distribués puisqu'ils auront plus de visibilité. Et donc c'est un cercle vertueux. Au Bénin par exemple, c'était la 4e édition. Donc au Sénégal c'est la 3e parce qu'on n'a pas commencé en 2020 avec les autres pays, mais c'est déjà à chaque fois une réussite. Au Bénin, la 4e édition qui s'est ouverte aussi le 4 octobre, qui avait été présidée à l'époque par la ministre de l'Industrie et du Commerce, donc Alimatou Chadia Assouman. Elle affirmait en fait justement lors de cette cérémonie d'ouverture que les 3 premières éditions, donc 2020, 2021 et 2022, ont été véritablement un booster de visibilité et de consommation des produits locaux dans le pays. Donc c'est vraiment un événement qui permet et qui a une réelle efficacité sur justement la consommation et donc évidemment des retombées économiques. Au Togo aussi, des conférences et des visites ont été organisées par région et je pense que ce qui est intéressant avec l'exemple du Togo, c'est de se dire que d'une région à l'autre, finalement, les conférences n'étaient pas forcément sur les mêmes thèmes et les visites également. Donc on peut se rendre compte un petit peu de la spécificité d'une certaine région par rapport à une autre et c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait aussi reproduire au niveau du Sénégal, pourquoi pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, absolument. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que déjà le mois du consommé local, on n'est pas obligé de le célébrer constamment de manière officielle à Dakar. On pourrait délocaliser, ce serait une excellente idée puisque on veut soutenir les producteurs et les producteurs se trouvent beaucoup plus en milieu rural. Et surtout les femmes transformatrices. Et absolument, les femmes transformatrices. Donc organiser cela dans les régions, pourquoi pas, comme ça voyage un tout petit peu. Et je pense que véritablement ce serait une belle idée, une belle opportunité pour toutes ces personnes-là. Oui, de montrer notre richesse et de valoriser tous ces produits que l'on a surtout à l'intérieur du pays, comme l'a dit Sarah. Mais on ne peut pas parler de consommation sans pour autant mentionner l'aspect sanitaire, la consommation, surtout la transformation de produits. On sait qu'on a beaucoup de potentiel et énormément de produits sont actuellement transformés et mis sur le marché à la disposition des Sénégalais, même si ce n'est pas encore la ruée vers ces produits parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de les consommer. Mais sur le plan sanitaire, ça a un apport nutritif conséquent.
Absolument. Je pense que le consommer local, c'est au-delà même de l'alimentation, c'est dans le mode vestimentaire, c'est également, nous avons parlé tout à l'heure de l'immigration, je pense que la meilleure manière justement de lutter contre cette immigration, c'est justement de donner des emplois. C'est donner des emplois aux jeunes, et l'emploi en fait le plus palpable, c'est justement ce qu'ils font dans la vie de tous les jours, ceux qui sont dans la rue, les marchands ambulants, il faut leur permettre justement de vendre leurs produits. Il m'arrive souvent d'acheter des produits, non pas parce que j'en ai besoin, mais justement les encourager à continuer à faire ce qu'ils font. Et pour l'alimentation, vous en parlez tout à l'heure, rien n'empêche aujourd'hui, je l'ai écouté récemment, de changer un peu le mode alimentaire. Le matin, pourquoi du pain? Pourquoi pas Et quel pain? Et quel pain? Enfin, il faut justement utiliser le pain consommé, enfin, ou pour fabriquer localement, utiliser les céréales produits en fait sur place. Je pense que c'est la meilleure manière justement d'encourager les jeunes à rester et justement les populations à pouvoir vivre justement de leur métier. Je veux parler également à Kébémer ou à Mgaïméré plutôt, de ces fabricants de chaussures, etc., des cordonniers. Je pense que j'ai vu récemment, je pense que c'est le président de la République ou en tout cas le Premier ministre qui est allé les voir justement pour encourager et les booster. Et je pense que toutes ces populations ont besoin d'un booster pour leur permettre justement de vivre de leur métier. Et je pense que vous avez bien fait de parler d'abord de l'immigration, mais également du consommer local qui permettra à ces populations de sortir de cette paupérisation. Ça peut toujours servir d'issue de secours. Mais quand on parle d'alimentation, de mode d'alimentation, de bonne alimentation surtout, ça commence dès le bas âge avec les enfants. Éviter les sucreries, permettre aux enfants et de leur inculquer ces bonnes habitudes dès le bas âge. Ça aussi, je pense que ça fait partie un petit peu de votre travail, Monsieur de Condé. Alors, nous sommes à la tête, moi je suis à la tête d'un hôpital spécialisé en léphrologie, on en parlera peut-être tout à l'heure en quelques mots, et en chirurgie orthopédique. En particulier grâce à l'action remarquable de nos chirurgiens et du médecin-chef ici présent. Alors après, évidemment, toutes les questions sanitaires sont transverses et elles nous intéressent comme tout un chacun au quotidien. Moi-même qui ai un enfant, un jeune enfant de 5 ans, effectivement, je suis très vigilant à ce mode d'alimentation, et je précise que le fait, c'est également de vivre comme expatrié dans un pays africain, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux produits. Exactement. Alors c'est pas le premier pays où je vis, j'ai vécu au Bénin, en Côte d'Ivoire et y compris en Guinée équatoriale, et je me suis toujours fait fort de m'intéresser justement à l'alimentation locale, qui est en symbiose finalement avec l'environnement dans lequel on vit, et ce qui a beaucoup de sens à mon avis. Alors je suis très heureux d'ailleurs de boire une tasse de Kinkeliba ce matin avec vous. Sans sucre. On est le bon exemple finalement, parce que nous c'est du Kinkeliba. Absolument, et sans sucre. Du vrai. Alors justement, pour embrayer sur ce qu'a dit Emmanuel de Condé, je pense effectivement que pour l'alimentation, elle permet, je me rappelle justement de cette chanson de Papé Cher qui disait l'orali, en parlant des personnes, enfin de nos anciens qui vivaient beaucoup plus longtemps, et aujourd'hui, en fait, avec le diabète, l'hypertension artérielle, toutes ces pathologies émergentes, le cancer, en fait, on en parle, mais il faudra revoir un peu le mode alimentaire, mais également le mode de vie, tout simplement. Cette sédentarité, vous avez commencé, je pense que vous êtes une bonne école, justement, du bien vivre. Vous avez commencé par le sport. Du Kinkeliba, enfin voilà, vous êtes un exemple, et vous l'exemplarité par justement, enfin, tout ce que vous montrez dans cette émission, en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors Laura, on poursuit. Là aussi, il s'agit toujours du consommer local, et là, c'est le Fognon qui est à l'honneur. Tout à fait, et pour voir justement en application cette valorisation de nos produits locaux et tout simplement cette promotion du consommer local dont il est question aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans les cuisines de Saveur Dima, qui a fait du Fognon l'ingrédient star de son menu. On l'écoute. Faire le pari des céréales locales, c'est le choix qu'a fait Mama Tandian, restauratrice fraîchement installée à Dakar. Je suis venue m'installer ici à Dakar en juillet, au mois de juillet 2023. Donc j'étais traiteur en France et secrétaire de direction. Donc j'ai voulu développer ce côté traiteur ici à 100%, en travaillant sur les céréales locaux, tout simplement parce que c'est les produits de chez nous. Moi j'ai des personnes de ma famille qui cultivent le fonio et le maïs, qu'on m'envoie directement ici à Dakar, et j'en fais des plats.
étant entourée aussi de parents, de beaux-parents qui sont atteints de maladies telles que le diabète, on a l'habitude d'apporter une autre alternative au riz, qui est le fonio. Depuis quelques semaines, elle a aménagé sa terrasse en mini-restaurant pour accueillir les clients qui voudraient déguster ses plats sur place. Elle nous ouvre les portes de sa cuisine pour nous présenter les plats principaux qu'elle prépare à base de fonio, cette céréale locale bien connue pour ses nombreuses vertus nutritionnelles. En fait, le fonio, ça sera vraiment une base sans gluten, une base vraiment pour les personnes, par exemple, qui ont des maladies telles que le diabète, l'hypertension, l'obésité, qui veulent faire attention, qui ne veulent pas, par exemple, quelque chose de calorique ou riche en sucre. Ils vont remplacer juste la base. L'occasion pour elle de mettre à l'honneur ses origines diaranké dans sa cuisine. Le djouka, c'est vraiment ce mélange-là, en fait. On peut le retrouver au Mali, en Côte d'Ivoire, on peut le retrouver en Guinée et tout. En fait, partout où on peut cultiver le fonio, en général, ils connaissent cette préparation. Mais c'est beaucoup les mandingues, les bambarins, les diaranké qui le font. Que ce soit en livraison ou pour consommer sur place, le choix des céréales locales comme ingrédient principal de toutes ces recettes remporte un franc succès auprès de sa clientèle. Un bel exemple de retour au pays qui s'est fait sur le choix de valoriser sur place des matières premières agricoles produites et transformées sur le territoire national. Et tu as goûté pour nous ? Bien évidemment, vous me connaissez. C'était comment ? C'était délicieux, vraiment. Je remercie Mama de Saveur d'Ima pour son accueil, parce que c'est vrai que déjà les plats étaient délicieux, et puis effectivement ça nous fait réfléchir aussi à comment on consomme par rapport à notre santé. On en parlait il y a quelques semaines avec le lancement justement du mois du consommé local, et peut-être aussi parfois de redécouvrir des céréales qu'on a un peu abandonnées, comme par exemple le fonio. On considère souvent que le fonio c'est une céréale qui va être moins intéressante, etc. Alors que finalement, quand on s'intéresse à l'apport nutritif notamment dont on parlait tout à l'heure, on se rend compte que finalement c'est une céréale qui est beaucoup plus riche et qui, même d'ailleurs au niveau écologique, est beaucoup plus durable parce qu'elle nécessite très peu d'eau. C'est pour ça qu'elle pousse un peu partout dans le Sahel. On parlait tout à l'heure de la Guinée, du Mali, etc. Et c'est ce qui est très intéressant. Et pour d'ailleurs un peu plus de détails sur le fonio, c'est vrai qu'en plus d'être bien plus digeste, il a un faible indice glycémique. C'est pour ça qu'on parlait un petit peu du diabète tout à l'heure avec notre interviewé. On peut en faire des entrées, des plats, même des desserts. Et c'est, voilà, comme je le disais, un produit qui est durable et qu'on recommande à tout le monde de ne pas hésiter à mettre dans sa cuisine. C'est vrai qu'on peut remplacer le riz très facilement par le fonio dans tous les plats qu'on connaît. Quand j'adore laisser tomber le riz. Ah oui, le fonio. Bon, bizarrement, j'ai jamais goûté. Ah, mais il ne faut pas hésiter. Oh là, en plus, la sauce est excellent. La sauce pénètre beaucoup mieux. Ah oui. Je vais tester ça pour voir. Va chez Saveur d'Ima. Tu vas adorer. Très intéressant. Ah, le riz, en tout cas, je ne sais pas comment on va faire pour franchement se départir du riz. Bien sûr, mais déjà commencer par consommer le riz local. Je pense que c'est déjà ça, c'est un premier pas. Le riz local qui est produit en fait au nord, je pense qu'il faut déjà commencer à l'épurer, en tout cas à l'utiliser complètement avant d'importer du riz. Et ce riz parfumé, on ne sait pas les adjuvants qu'on y met. Et puis donc, on ne se pose pas de questions sur justement la prévalence ou la montée, en tout cas, de l'incidence du diabète au Sénégal, de l'hypertension artérielle. En tout cas, bravo pour ce reportage qui encourage justement la population à faire du consommé local. En tout cas, si les femmes commencent à cuisiner du fonio, je pense que les hommes vont s'y mettre, parce que dans les cuisines, c'est les femmes. C'est les femmes qui choisissent ce qu'il faut cuisiner et tout ça. C'est elles qui décident si elles veulent remplacer quelque chose aussi. Et souvent, d'ailleurs, dans les familles, c'est quand on commence à avoir un problème de santé d'un des membres de la famille que finalement, voilà, on ne va pas faire un plat juste pour la personne et pour les autres. Donc, tout le monde va se mettre à consommer. Et finalement, même ceux qui n'ont pas de problème de santé vont suivre aussi le menu parce qu'on ne va pas faire un truc pour tout le monde. Et finalement, c'est parfois c'est malheureux comment ça démarre. Et c'est après une bonne chose pour toute la famille. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Laura a pris des joues entre-temps. Ah, mais je me suis régalée. Ah non, mais je vous le dis, Saveur d'Ima, je me suis régalée. Vraiment, c'était magnifique. Les fonio avec le mafé. Non, mais je vous emmènerai, il n'y a pas de souci. Je pense que Maman sera très ravie de nous accueillir. D'accord. Alors, on poursuit avec l'agenda culturel, Laura. Oui, alors cette semaine aussi, c'est assez chargé. Donc, déjà, on a l'ouverture de la saison artistique et culturelle du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, avec non seulement cet après-midi à 16h à la Galerie nationale d'art, une conférence inaugurale, donc qui est ouverte à tous, sur le thème des défis économiques et de la stabilité socio-culturelle des industries créatives et des arts visuels. Et dans un second temps, donc c'est l'ouverture au passage
de l'exposition collective Entre Vérités Partagées qui se tiendra aussi à la Galerie nationale des arts jusqu'au 22 novembre. Et le vernissage, ce sera ce soir à 18h, donc même endroit. Ensuite, cet après-midi, à partir de 16h, à la Maison de la Culture d'Outasek, il y a une rencontre qui est organisée avec la réalisatrice Kalistassi sur le thème de l'exploration des défis et les opportunités pour les femmes dans les industries des séries télévisées. Dans l'industrie des séries télévisées. C'est également gratuit et ouvert à tous. Donc cet après-midi, 16h, à la Maison de la Culture d'Outasek. Demain, à 17h, on a la cérémonie d'inauguration de la galerie d'exposition du Théâtre national Daniel Sorano. Donc on en parlait il y a quelques semaines avec l'inauguration du totem Sorano Sunugal. Il y a le Théâtre Daniel Sorano en fait, qui a fait peau neuve avec une nouvelle salle de spectacle de 250 places, une salle de sport pour les techniciens du théâtre qui fréquentent les lieux. Et justement, cette galerie d'exposition qui sera inaugurée donc demain à 17h. Pareil, c'est ouvert à tous. Tout le monde est invité à la fête, je pense nous aussi d'ailleurs. On a encore quelques jours pour aller voir l'Afrique célèbre Zulumbai. Donc c'est une exposition qui célèbre les 50 ans de carrière de l'artiste plasticien. C'est jusqu'à vendredi, donc le 10 novembre, conjointement entre le musée Théodore Monod et l'espace VEMA qui se trouve au niveau de l'embarcadère de Gorée. Et enfin, ça démarre aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche, donc le 12 novembre, le festival Images et Vie au Centre Yenenga. Donc ce sont des séries de projections sur le thème de la mobilité culturelle. Et c'en est tout. Et c'en est tout. Merci beaucoup Laura. Et tu Merci restes avec nous jusqu'à 8h, à 7h passées de 12 minutes. Et sans plus attendre, nous allons tout de suite recevoir nos deux invités. Et c'est juste après ceci. Et on le rappelle, il s'agit d'Emmanuel de Condé, directeur du centre hospitalier de l'Ordre de Malte, également le professeur, c'est ça, Charles Kingpé, médecin-chef, chirurgien, orthopédiste, Sarah. Tout à fait, et j'avais juste envie de taquiner un tout petit peu Emmanuel de Condé en disant quand vous êtes arrivé en Afrique, bien sûr le Sénégal, c'est pas votre premier pays, mais en termes d'intégration, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'avec le nom, je pense que définitivement, il y a le 2. C'est ça, il y a le 2 qui vient, mais dès qu'on entend Condé, on se dit oui. Ça fait plus de 20 ans qu'on me fait la remarque, effectivement, partout où je suis passé. Ce matin, on vous a un petit peu confondu. Absolument. On m'a appelé Condé et puis Kempé. Absolument. Avec évidemment l'équipe chargée de la logistique. En tout cas, bienvenue sur le plateau de la matinale Kinkeliba pour parler d'un programme très important puisqu'il s'agit de chirurgie orthopédiatrique. Avant de revenir sur le terme, puisque c'est un projet du CHOM, le centre hospitalier de l'Ordre de Malte, on va d'abord très brièvement présenter ce centre à nos téléspectateurs. Emmanuel de Condé, vous qui en êtes le directeur. Merci infiniment. Alors oui, effectivement, le programme est un programme emblématique dont on va parler dans le détail, mais ce programme n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'existence au préalable de ce magnifique établissement qui est le centre hospitalier de l'Ordre de Malte, qui ne s'est pas toujours appelé ainsi, et qui a été inauguré en 1967. Donc vous voyez que c'est une vieille institution dakaroise par le président Senghor, avec l'appui de l'Ordre de Malte France, qui dès le départ a voulu venir en aide aux lépreux, ou aux personnes atteintes de la lèpre, comme on le dit aujourd'hui, qui étaient encore dans Dakar. Donc la première spécialité du CHOM, qui s'appelait autrefois Institut de léphrologie appliquée de Dakar, ça a été vraiment le traitement de la lèpre. Et puis à partir de 2011, il y a eu un véritable virage stratégique en termes d'expertise médicale au sein de l'hôpital. L'hôpital devient centre hospitalier de l'Ordre de Malte, donc change d'appellation et surtout devient également une référence, pas simplement d'ailleurs au Sénégal, comme c'était le cas d'ailleurs pour la léphrologie, mais également au profit de toute la sous-région, en chirurgie orthopédique. Alors il y a une continuité très simple qui est accessible à n'importe quel profane en fait entre la léphrologie et la chirurgie orthopédique. C'est que malheureusement dans les cas les plus graves de lèpre, on doit procéder à des amputations, donc on pratiquait déjà une chirurgie relativement simple qui était destinée à réparer ces invalidités liées à la lèpre. Et puis de là, on est passé à une chirurgie beaucoup plus pointue, dont moi, en revanche, je ne pourrais pas parler de façon aussi précise que le professeur Kingpé, et qui fait aujourd'hui de l'hôpital un centre de référence absolu en orthopédie, puisque l'orthopédie, la chirurgie orthopédique, recouvre beaucoup d'aspects, dont les aspects les plus techniques, qui sont sans doute les opérations du rachisme, mais il y en a d'autres. Voilà en quelques mots la description de cet hôpital qui est dans l'enceinte de l'hôpital Fan, pas très loin d'ici, et qui est là depuis plus de 50 ans, et qui est évidemment, comme tous les hôpitaux de l'Ordre de Malte, tourné vers les plus pauvres, mais pas seulement, et qui aujourd'hui en particulier soigne tous Sénégalais, y compris parfois des expatriés, voire des Africains de la sous-région, qui viennent pour des affections orthopédiques. Simplement un chiffre qui est très parlant.
on atteindra à la fin de l'année peut-être les 1000 opérations pratiquées au sein du centre. Donc vous voyez que ce n'est pas rien. Hein. C'est un centre de référence, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ce travail que vous abattez, un travail incroyable, est dû véritablement aux chirurgiens, orthopédistes qui y sont. Le médecin chef est en plateau avec nous, Dr Kingpé. Dans quel contexte est-ce que ce programme a été mis en place? Est-ce que l'offre qui existe est insuffisante? Est-ce que l'offre n'existe pas véritablement? Merci, ou elle est trop coûteuse? Merci Sarah. En fait, pour rappel, je suis un pur produit dakarois, sénégalais. J'ai fait ma formation au Sénégal, même si le nom est en fait à consonance européenne ou en tout cas béninoise. J'ai des origines béninoises, mais je suis bien sénégalais. Et j'ai fait toute ma formation ici. Oui, toute la formation ici et toutes les études ici. Je suis allé en France par intermittence à 2 reprises, à Nice d'abord, puis à Toulouse. Mais je suis en fait un pur produit de Dakar. Oui. Dakar, c'est ça. Et donc nous avons commencé à l'hôpital Aristide de Dantec. Et puis en fait cette nouvelle stratégie, en tout cas de l'Ordre de Malte France, est partie du fait qu'il y avait justement l'orthopédie était les parents pauvres. En fait, tous les patients atteints de pathologies orthopédiques étaient les parents pauvres de notre spécialité, submergés par l'accidentologie, en tout cas les patients victimes de traumatisme. Et donc à Le Dantec où j'étais, en fait, on était plus, en tout cas, notre offre de soins était plus basée sur la chirurgie traumatologique que sur l'orthopédie. C'est vrai qu'on n'a pas le réflexe d'aller consulter un orthopédiste. Exactement. On attend qu'il y ait un accident. Exactement. Et justement, en fait, cette structure, notre structure, le centre hospitalier de l'Ordre de Malte, est une structure qui vient en appoint, justement, pour renforcer offrir des soins de qualité en orthopédie, l'orthopédie étant toutes les pathologies non urgentes de l'appareil locomoteur, qu'il s'agisse des déformations de la colonne vertébrale, des déformations également des membres périphériques, que ce soit les genoux, les épaules, en tout cas toutes les pathologies également dégénératives liées au vieillissement du genou, de la hanche, en fait. Et pour cela, nous offrons des soins justement pour corriger les grosses déformations de la colonne vertébrale, mais également les remplacements articulaires, les prothèses totales de hanche, de genoux, mais surtout toute l'arthroscopie, en fait, qui est la chirurgie mini-invasive qui permet justement, grâce à de petites incisions, de corriger ou de réparer justement des ligaments détruits ou en tout cas des éléments qui entraînent justement une diminution de la fonctionnalité des articulations. Donc, professeur, opérer un adulte et opérer un enfant, ou en tout cas soigner un adulte et soigner un enfant, ce n'est pas la même chose. Il y a des subtilités. Oui. La chirurgie orthopédiatrique a ses spécificités. Absolument. Et justement, j'aime bien l'aphorisme d'un patron français qui s'appelle Dimeglio, un patron montpellierien, qui disait souvent que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Donc, chez l'enfant, la chirurgie nécessite justement de respecter les éléments osseux qui permettent justement de la croissance des os. Et donc, c'est toute la difficulté de la chirurgie orthopédique pédiatrique, qui doit en tout cas respecter tous ces éléments qui permettent à l'os ou à l'enfant de grandir. Et c'est en cela qu'il y a une difficulté supplémentaire. Il faut traiter, primum non nocere, donc il faut traiter sans nuire justement à la croissance de l'enfant. Emmanuel de Condé, le programme a été lancé en 2022, il est déjà en cours d'exécution. Quels étaient les objectifs fixés aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? Alors, le programme a effectivement été lancé en 2022 avec un objectif simple, opérer 150 enfants sénégalais à Dakar et en région en 3 ans. Alors, ce sont des enfants qui présentent une double particularité. Ce sont des enfants qui sont handicapés moteurs, lourds, ou moins lourds, mais parfois on a affaire vraiment à des pathologies très compliquées. Et puis ce sont des enfants qui sont indigents, c'est-à-dire qui n'ont aucun moyen et pour lequel le programme intervient en totalité. C'est-à-dire que la prise en charge. Alors là, il y a tout un processus effectivement de sélection, absolument, soit à Dakar, soit dans les hôpitaux régionaux. Et ensuite, ces enfants sont passés en commission. C'est une commission à double entrée, une entrée médicale avec des chirurgiens, notre équipe de chirurgiens, avec un chirurgien référent qui a été du reste recruté au CHUM pour cette mission et qui va précisément dire cet enfant peut être opérable du point de vue orthopédique ou alors c'est parfois un cas neurologique qui est plus complexe et l'opération ne conduirait à rien. Ça, c'est la première sélection en quelque sorte. Et la deuxième sélection, elle est sociale. Nous avons une équipe sociale au CHUM qui fait un travail formidable, qui a toujours été présente avec une assistante qui traite au passage 1500 dossiers par an et qui permet à des patients de toutes conditions de pouvoir se faire opérer.
opérer chez nous. Et donc nous avons renforcé également cette cellule sociale avec une deuxième assistante sociale qui va conduire des enquêtes à domicile et des enquêtes sur place, et y compris dans les hôpitaux régionaux avec les services déconcentrés de l'État. J'en dirai quelques mots plus tard parce que nous travaillons évidemment en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, et qui va dire cette famille n'a aucun moyen et il faut effectivement intervenir en totalité pour cet enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'un enfant qui hélas a une pathologie grave mais aurait quelques moyens, enfin pas lui évidemment, mais sa famille, ce qui ne veut pas dire que cet enfant est écarté. Cet enfant sera opéré au CHOM quoi qu'il arrive, mais avec d'autres moyens de financement hors projet. Donc le projet effectivement c'était 150 enfants. Aujourd'hui, au terme des 2 premières années, nous avons opéré 106 enfants, 55 à Dakar, 51 en région. Et l'autre aspect essentiel de ce projet, c'est effectivement de ne pas simplement se centrer sur Dakar et notre plateau technique, qui permet en revanche d'intervenir sur les cas les plus sensibles, mais aussi d'aller dans les hôpitaux régionaux. Ça, c'est vraiment la grande force du projet. Donc nous sommes conventionnés avec ces hôpitaux, nous avons un accord cadre qui est signé avec le ministère de la Santé et la direction des établissements publics, et qui nous permet d'intervenir dans les hôpitaux régionaux. Alors, on fait ça de façon au départ très méthodique. On a commencé avec les hôpitaux les plus proches, Thiès, Diourbel. Et puis cette année, on a été à Fatick, on est à Kaffrine, où c'était un vrai succès. Le professeur en parlera. On a découvert un hôpital remarquable avec là aussi une équipe technique qui est également remarquable et que l'on vient renforcer en compétences. Et puis l'avenir, on compte aller à Hambourg d'ici la fin de l'année. Et puis l'avenir, c'est Saint-Louis, c'est Louga, et c'est la Casamance, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, peut-être demain Kédougou. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller au plus loin et de porter ce projet au profit des populations sénégalaises vulnérables, donc la jeunesse handicapée, pas simplement à Dakar, mais dans les régions. Voilà. Donc moi, je vise 150 enfants au terme de l'année 2024. On en est à 106, il en reste 44. Mais en principe, vous allez aller au-delà, j'imagine. Absolument. Et ça, c'est vraiment la très très belle nouvelle de ce projet magnifique, c'est que nous espérons peut-être aller jusqu'à 200 enfants, ce qui reste malgré tout, même si c'est remarquable, une goutte d'eau, puisqu'on compte aujourd'hui à peu près 20 000 enfants handicapés au Sénégal. Et puis, voilà, ça se fait également en lien avec l'État, je l'évoquais. Et les deux autres objectifs du projet, c'est l'appui ou le renforcement en compétences d'internes et de chirurgiens à Dakar et puis surtout en région. Mais c'est aussi un appui, un plaidoyer pour la reconnaissance du handicap dans le cadre d'un dispositif étatique qui existe, qui est peut-être pas toujours connu, qui s'appelle la carte égalité des chances. Oui. Donc voilà, il y a ce triple objectif qui est en passe d'être réussi, même s'il reste encore du chemin. Professeur Kimpé, de manière très concrète, vous qui étiez justement dans ces hôpitaux régionaux, généralement, le plateau technique, on le dit, il n'est pas toujours à niveau pour pouvoir prendre en charge certaines opérations. Vous y étiez, le personnel également, les chirurgiens. Est-ce que véritablement, il y a eu des avancées significatives, un peu comme disait tout à l'heure Emmanuel de Condé? Absolument. La situation est toujours très critique. Non, la situation n'est pas du tout critique. J'ai demandé hier à un de mes collaborateurs, justement, de me faire un point de situation sur le nombre, en tout cas les hôpitaux régionaux dotés d'orthopédistes. Et il semblerait, et en fait, je me réjouis justement de constater que pratiquement tous les hôpitaux ont en tout cas au moins un orthopédiste. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est pas le cas pour toutes les spécialités. C'est ça. Voilà, exactement. Et ça, nous le devrons justement à nos maîtres, nos anciens, les professeurs Seydina Issa Laïsei, le professeur Abibsi, le professeur Ablaïgaï, en tout cas tous ceux qui ont contribué justement à la formation depuis 1999 des médecins en spécialisation d'orthopédie traumatologique. Ça veut dire qu'on a suffisamment d'orthopédistes, finalement. Alors, plus que cela, en fait, à Thiès, par exemple, il y en a 8. À Saint-Louis, il y en a à peu près le même nombre. À Ziguinchor, pareil. À Diourbel, idem. Donc, entre Diourbel et Touba, il y a à peu près 8 chirurgiens orthopédistes. Donc, je pense que les choses sont en train, justement, d'aller, en tout cas, vers l'amélioration de l'offre de soins en chirurgie orthopédique dans nos régions. Et la deuxième chose qui me réjouit en tant qu'enseignant, et en cela, je voudrais également saluer tous mes collègues qui travaillent, justement, pour améliorer l'offre de soins de nos populations. Aujourd'hui, en tout cas, ces jeunes que nous avons envoyés, qui sont maintenant de grands patrons dans ces régions, font un travail remarquable justement pour booster en tout cas l'offre de soins en orthopédie. Et c'est en cela justement que cette mission est importante, parce qu'elle nous offre en tout cas un réseau pour communiquer justement avec tous ces jeunes que nous avons formés et que nous avons envoyés en région, à Thiès, à Diourbel avec le docteur Ousseinou, à Thiès avec le docteur Lamine Mané, Kaffrine avec le docteur Sow,
mais également à Fatick avec le Dr Gueye. Ils sont tous en train de faire un travail remarquable justement pour les patients qui viennent à eux. Et l'objectif justement de l'orthopédie pédiatrique, c'est en tout cas de ce projet d'orthopédie pédiatrique, c'est de leur offrir en tout cas une plage pour pouvoir mieux prendre en charge ces enfants qui présentent. Et l'enfant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas un adulte en miniature. Il faut respecter les organes qui permettent de grandir. Et en cela, justement, c'est cela l'offre de soins, c'est cela que nous voulons justement leur apporter. Et ils ont bien adhéré au projet. Et depuis, je leur ai promis en tout cas de revenir les voir pour d'autres activités au-delà de l'enfant, même de l'adulte, et nous discutons beaucoup. Et c'est le lieu aussi de les féliciter pour tout le travail qu'ils accomplissent au quotidien auprès des patients. C'est ça, et c'est de véritables liens qui sont tissés, comme vous venez de le dire. Mais j'aimerais savoir, dans le cadre de ces opérations, dans le cadre de vos déplacements, quelles sont les pathologies les plus récurrentes que vous identifiez et que vous opérez notamment? Merci beaucoup. En fait, ces pathologies, ce sont essentiellement les déformations des genoux, mais également des déformations du pied. Vous savez en fait que l'être humain est beaucoup plus gêné quand il a un problème pour se mouvoir, pour se déplacer. Et donc, c'est donc les déformations du genou, du pied, mais également les séquelles de brûlure. Donc nous faisons beaucoup de plasties, et pour cette plastie, nous avons le professeur Alioune Badara Gueye qui va justement qui est un peu le référent en termes de chirurgie plastique et chirurgie du membre supérieur. Et puis au-delà, en tout cas pour tous les patients qui présentent d'autres pathologies beaucoup plus complexes, pour l'instant justement, nous les ramenons à Dakar pour les opérer. Ce sont les déformations de la colonne vertébrale qui sont essentiellement des scolioses, scolioses idiopathiques dont on ne connaît pas la cause, mais également les déformations de la colonne vertébrale dues à la tuberculose qui est très destructrice sur la colonne vertébrale, qui va détruire et entraîner une déformation caricaturale qui entraîne donc une syphose avec quelquefois des séquelles neurologiques, des patients qui ont du mal à marcher, je pense avoir proposé. C'est ça, on a voilà, les images, c'est ça. Exactement, cette patiente qui avait une déformation. Ce sont des patients adultes. Oui, adultes, mais des fois des enfants, justement, qui présentent une destruction caricaturale. Enfin, malheureusement, on le prend toujours sur le côté mystico-religieux, mais en fait, ce sont des patients qui sont plutôt atteints d'une pathologie grave et pour lesquels le CHOM, grâce à, en fait, au savoir-faire, mais également au matériel qui nous permet justement, avec le matériel de neuromonitoring, de faire une intervention autour de la moelle épinière sans justement toucher à la moelle épinière, ou en tout cas sans léser la moelle épinière. Et cela, nous ne pouvons pour l'instant le faire qu'au CHOM. Mais justement, l'objectif de ce projet, c'est de capaciter ces hôpitaux régionaux à pouvoir justement s'adonner à ce type de chirurgie. Et je pense que ce sera en fait la suite de ce programme, Laura. De ce programme. Déjà, félicitations, parce que je pense que c'est une formidable nouvelle d'apprendre que sur le programme que vous avez prévu d'opérer 150 enfants en 3 ans, vous avez déjà finalement peut-être dépassé. Et la deuxième année n'est même pas encore finie, vous en êtes déjà à 106. Donc on espère que vous pourrez atteindre effectivement les 200. Et ma première question, c'était un petit peu justement, est-ce que vous prévoyez peut-être de renouveler ensuite l'opération pour pouvoir justement perpétuer un petit peu ce que vous avez commencé ? Alors, c'est une question de financement aussi. Oui, absolument. Oui, vous avez tout dit. Un projet, par définition, est appelé à se terminer, ce qui sera pour nous, de toute façon, un crève-cœur, parce que vous l'avez souligné vous-même, c'est une avancée remarquable, et puis on va au-delà un peu des objectifs. Mais il faudra bien, effectivement, qu'on lui donne une fin, mais l'idée, c'est de le pérenniser avec la formation, le renforcement de compétences de ces chirurgiens pour que eux derrière, ensuite, puissent pratiquer aussi ces opérations d'orthopédiatrie plus précisément. Après, l'idée, évidemment, c'est de trouver des financements. Donc, c'est aussi pour cette simple et seule raison que l'on devra y mettre un terme. C'est un projet qui coûte cher. Une opération, en moyenne, une opération chirurgicale, alors ce sont des chiffres qui peuvent donner un peu le vertige, mais c'est 2,5 millions de CFA en moyenne. Pourquoi ? Parce qu'un pied beau, c'est peut-être 100, 200 ou 300 000 francs CFA, et encore, c'est des chiffres peut-être plutôt mineurs. Mais une opération du rachis, c'est plusieurs millions de francs CFA. C'est des opérations très coûteuses, avec des équipements extrêmement pointus, qui demandent beaucoup de temps. Ce sont 4 heures ou plus d'opérations, parfois à 4 mains. Et donc ça, c'est une moyenne que l'on a définie au départ du projet. Alors Dieu merci, en province, les opérations coûtent malgré tout moins cher, ce qui nous permet justement de dégager un peu de trésorerie et d'envisager d'opérer d'autres enfants. Mais derrière, effectivement, il faut des financements. C'est l'Ordre de Malte qui finance entièrement ce programme, c'est ça ? Alors,
Non, l'Ordre de Malte justement finance les hôpitaux, des hôpitaux en Afrique dont le nôtre, à peu près à 20%. Hein. Nous nous autofinançons, ce qui est absolument remarquable là aussi grâce à l'activité chirurgicale de l'hôpital. Et en revanche, sur ce cas précis de projet aussi vaste, aussi emblématique, nous avons des bailleurs, et parmi lesquels notamment la coopération monégasque, qui nous donne un tiers du budget. C'est un budget qui est estimé à peu près à 600 millions de CFA. C'est-à-dire 900 000 euros. Un tiers est fourni par la coopération monégasque, qui a toujours été un de nos plus fidèles partenaires et que voilà, nous tenons ici d'ailleurs à remercier publiquement. Et puis derrière, vous avez effectivement l'Ordre de Malte France qui nous apporte une aide. Le Fonds global pour les personnes oubliées qui dépend de l'Ordre souverain de Malte qui est à Rome et qui nous a donné aussi environ 100 millions de CFA. Et puis derrière, c'est du mécénat. Ouais. C'est du mécénat public et privé, que ce soit en France ou surtout ici sur la place de la Carre. Nous avons des entreprises qui nous suivent traditionnellement. Alors je pense évidemment à des entreprises françaises, mais pas seulement. Eiffage, Socosim, c'est ponctuel. Hein. Et puis après, parfois des petites entreprises, la Cotoa de notre ami Michel Théron, qui parraine toujours avec beaucoup de générosité des enfants pour les opérer. Et puis ça peut être justement des parrainages, parfois même de particuliers qui décident de prendre en charge un enfant, une petite fille, un petit garçon. Notre société de nettoyage, Alizé Nettoyage, par exemple, est très tournée vers la cause féminine et a souhaité parrainer l'an dernier l'opération de 2 fillettes. Cette année, ce sera à nouveau une petite fille. Donc c'est parfois des initiatives très individuelles et très généreuses et qui participent d'une certaine façon à ce projet. Oui. Juste ajouter sur le mécénat, en fait, et remercier un de nos guides religieux, Serigne Mountakha Mbacké, qui nous a offert en tout cas également, qui a contribué justement à financer, il nous a donné 900 000 francs pour financer justement et booster ce projet. Donc je pense que c'est important que justement, voilà, de le dire et de le souligner et de le remercier justement au passage pour ce geste très généreux. Merci à vous. Oui. Pour ce programme qui aide beaucoup d'enfants vulnérables et de familles également. D'autres questions dans la deuxième partie. C'est ça. Ce sera tout à l'heure. Alors, on va observer une petite pause, le clip du jour, le temps de souffler un petit peu et on se retrouve juste après. Adama Anouchkaba, je sais que tu ne voulais pas qu'on dise, mais moi je fais les enquêtes avant de venir, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Plein de belles choses. Merci. Et puis évidemment beaucoup de bénédictions et également la concrétisation de tous tes projets, ceux qui te tiennent le plus à cœur. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur et c'est vrai que je ne voulais pas que ça se soit dévoilé. Voilà. Dévoilé. Un peu comme le plan B d'Adiouza qu'elle nous dévoile. C'est le titre de son nouvel album. On la retrouve sur le plateau. Elle sera notre 3e invitée. Oui, ce sera tout à l'heure après les infos, le bulletin. C'est tout de suite. Mais avant, on va remercier le professeur Charles Piquet d'avoir été avec nous sur le plateau. Nous avons été très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. En tout cas, merci pour cette belle opportunité que vous nous offrez de parler de notre projet, mais également de notre centre. Oui, merci beaucoup et à bientôt, on espère. Bientôt. Les infos, tout de suite. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Camp Dialdiop du Dakar. Au matin du mardi 7 novembre 2023, le président de la République Macky Sall, commandant en chef des forces armées, célèbre le Sénégal de l'unité et de la cohésion nationale. Un héritage porté, protégé et défendu par les gardiens du sanctuaire national, qui en font une réflexion thématique pour cette 20e édition de la Journée des forces armées. Une armée vaillante qui rend les honneurs à son chef suprême. La minute est sacrée. Le moment de l'hymne national du Sénégal marque les débuts d'une journée d'exception pour les forces de défense. La revue des troupes du chef suprême des armées est le symbole d'une tradition militaire transmise de génération en génération. Lieutenant-colonel Hassan Bathily, commandant des troupes. À vos ordres, monsieur le président de la République. Si nous sommes réunis ici, devant nos étendards et drapeaux, c'est parce que les anciens nous ont tracé la voie
et laisser un legs précieux comme viatique et source d'inspiration. Chers anciens, je vous salue avec respect et affection. Vos brillants parcours continueront toujours d'éclairer notre mémoire collective pour servir à tous, civils et militaires, de leçons de vie, de civisme et de patriotisme. La journée des forces armées, c'est aussi un hommage aux djambars tombés au front. Leur nom et hauts faits d'armes restent à jamais gravés sur le marbre impérissable des grands hommes de légende et soldats tombés au champ d'honneur. Mes pensées vont d'abord vers nos défunts djambars. Je salue leur mémoire et prie pour le repos de leur âme. 20e édition de la journée des forces armées. L'instant est solennel. Le serment des élèves officiers, un grand moment de symbiose. La 55e promotion et 6e génération de l'école militaire de santé est baptisée Feu le dentiste colonel Mbaye Khalidjang. Et la 42e promotion de l'école nationale des officiers d'active porte le nom de Feu le colonel Eladji Mamadou Touré. Ce serment vous oblige et constitue pour la postérité le pacte de loyauté qui lie votre destin à celui de votre pays. Dès lors, je vous engage à respecter la lettre d'or du métier des armes, apprendre à obéir pour être digne de commander, parce que c'est dans l'obéissance que se forge l'aptitude au commandement. Celui qui ne peut pas obéir n'est pas digne de commander. Les blessés de guerre ont également été honorés par leur commandant en chef. Ils ont reçu la médaille militaire pour courage et bravoure. Le président Macky Sall a marqué toute sa fierté d'être aux côtés des soldats en ce jour de célébration de la journée des armées. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, en tant que chef suprême des armées, j'ai partagé avec vous pendant plus d'une décennie ma vision et ma passion de servir notre pays et l'ambition de le doter d'un outil de défense performant à la hauteur des défis de l'heure. Je voudrais en cet instant solennel vous redire toute ma confiance et ma satisfaction, vous remercier et vous féliciter vivement pour le travail que nous avons accompli ensemble. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, mon successeur sera là, devant vous, assurant la continuité de l'État, de la nation et de la République. En chef suprême des armées, en vertu de la Constitution, il vous commandera et vous lui obéirez. Ainsi, vous resterez fidèle à la tradition démocratique et républicaine de notre pays. Ainsi, au milieu des tumultes, je suis confiant que notre cher Sénégal continuera d'être un havre de paix, de sécurité et de stabilité, comme le dit notre hymne national. Sénégal, faisons nôtre ton grand dessein. Rassembler les poussins à l'abri des 1000 ans pour en faire, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, dresser un même peuple, un peuple sans couture. Officiers généraux,
officiers, sous-officiers, militaires du rang, je vous salue et vous remercie par votre devise. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Le bâtiment fait désormais partie du décor du Camp Dial Diop. Le musée Armée-Nation, inauguré par le président de la République, chef suprême des armées, s'impose avec une structure bien en cohérence avec le concept Armée-Nation. Ce bâtiment surplombe le carré d'armes comme pour veiller sur les troupes en armes et leur rappeler leur lien indéfectible à la nation sénégalaise, diverse et plurielle. Depuis notre indépendance en 1960, l'armée sénégalaise s'est particulièrement illustrée dans des actions civilo-militaires et dans des activités reposant sur l'esprit de citoyenneté et d'appartenance à un idéal national commun qui se résume dans notre noble devise « Un peuple, un but, une foi ». Dans l'exposition visitée par le président Macky Sall, on découvre une armée élogieuse qui assure la défense de l'intégrité territoriale, appuie le développement et maintient la paix. Dans ses missions régaliennes, un homme s'est illustré, le doyen Amadou Mbaye Loum, grand reporter, illustre journaliste qui a fortement contribué à la dynamique du concept Armée-Nation. Ce musée nous permet donc de revisiter notre parcours bien élogieux des armées sénégalaises, mais également de voir que les camps citoyens récemment créés par le commandement permet aussi de bien illustrer le thème d'aujourd'hui, donc pour parler du concept Armée-Nation. Désormais, ce musée sera ouvert à nos hôtes militaires pour vanter notre concept Armée-Nation, mais également au grand public, mais surtout aux élèves et aux étudiants, afin de raffermir leur sentiment d'union nationale et de citoyenneté. Dans la foulée de la visite, le chef de l'État a signé le livre d'or dans le bureau du SEMGA. Le président de la République, Macky Sall, a félicité les forces de défense et de sécurité et leur tutelle pour la réussite de la journée. Moment de convivialité aussi avec les familles des parrains, des promotions. Feu dentiste colonel Mbaye Kharidjan et feu le colonel Elhadji Mamadou Touré. Heureux de vivre ces instants importants, un public enthousiaste présent au Camp Dial Diop. Et c'était les infos de ce mercredi 8 novembre dans votre matinale King Kiliba. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci également à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je le rappelle, comme vous l'apercevez à l'écran, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, sans oublier ceux qui nous suivent depuis 6h30 sur la RTS. Alors, notre troisième invité est là, bien installé sur le plateau. Il s'agit, pas de surprise, de Adiouza qui nous rejoint. Bonjour Adiouza. Bonjour, je suis très ravie d'être là. Bonjour à tous. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous regardent un peu partout, à travers le monde. Bonjour à tous. C'est ça. Alors, on enchaîne. Oui, Adi Kane Ouza Diallo. Tu as beaucoup de fans dans cette équipe de la matinale King Kiliba. Tant mieux. Alors, Laura qui est juste à côté de moi. Tant mieux, Laura. Depuis tout à l'heure. Laura, tu tiendras? Ah oui, non, bah, oui, bien sûr, je vais rester tranquille. Ouais. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de partager le plateau avec vous. Super cool, ma belle. Elle aime particulièrement Monsieur Bonheur, c'est ça. On reparlera évidemment Monsieur Bonheur, dans un petit moment. Mais Adiouza, c'est le style caractérisé par un genre musical qui mélange finalement les sonorités africaines et la pop. Adiouza, c'est l'une des plus belles voix de ce pays, bien évidemment, et son talent n'est plus à démontrer. Je parlais de Monsieur Bonheur, mais il y a d'autres titres également sur lesquels on danse. Joli garçon, Tchelop, Khalé Féroce, Nobel pour démarrer. Il y a Madame Bonheur aussi. Oui, il y a Madame Bonheur, il est dans l'album. Exactement. Et Adiouza vient ce matin nous présenter son tout dernier bébé. L'album s'appelle Plan B. Exact. Le Plan B d'Adiouza, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Bonheur? Avec Monsieur Bonheur et Madame Bonheur. C'est vrai que dans l'album Plan B, j'ai surtout parlé des souffrances des femmes.
j'ai choisi surtout les femmes au foyer. J'ai beaucoup parlé de femmes au foyer. Dans Madame Bonheur, c'est des femmes au foyer. Dans Joli Garçon aussi, c'est une femme au foyer qui a divorcé, qui est repartie chez elle. Et il y a quelle chanson aussi qui parle de... Dans ce téléphone aussi, dans les titres, il y a ce téléphone aussi qui parle de l'infidélité d'un mari. Donc en gros, j'ai beaucoup surfé sur les souffrances de la femme au foyer. Après cet album, après ces différents thèmes-là aussi, j'ai abordé d'autres thèmes comme l'immigration clandestine, le dialogue social qui parle de paix au Sénégal. Donc les thèmes sont variés et le style musical aussi, c'est un mélange de mbala et de afrobeat ou bien de mbala et un peu de pop musique quoi. Donc l'album est focus sur style musical mbala plus pop ou bien mbala plus afrobeat. C'est pour que sur le plan international, cela puisse être mieux vendu, mieux écouté, que vous essayez de mélanger cette sonorité-là. Voilà, ce style musical-là, je le fais depuis à peu près depuis 7 ans. Depuis 7 ans, depuis Daddy Remix, on essaie de chercher, tu vois, la nouvelle génération, chacun essaie de chercher le bon beat. Est-ce que finalement, ça veut dire que le mbalar, ça passe pas sur le plan international? En tout cas, jusqu'à présent, le mbalar ne s'exporte pas. Donc, on voit que tous les artistes sénégalais qui ont eu des disques d'or et tout, qui sont reconnus, l'ont eu dans d'autres styles musicaux. Donc, le mbalar ne s'exporte pas. On est d'accord sur ça. Donc, c'est pourquoi la nouvelle génération, là, actuelle, tout le monde est en train de chercher. Les jeunes, quand même, ils ont du mérite. Ils cherchent, on cherche quel style adopter, trouver le style mbalar qui a des sonorités sénégalaises mais qui peut s'exporter. Mais actuellement, tout le monde cherche, on n'a pas encore trouvé, mais ça va venir. C'est en cherchant qu'on trouve, c'est en fusionnant qu'on va trouver quelque chose qui peut s'exporter. Parce que toutes les musiques ont dû passer par cette étape-là de fusion. Donc, on fait de la fusion. On essaie nous aussi de chercher, mais on va trouver un jour. En tout cas, félicitations bien évidemment pour ce nouvel album. Merci. Qui a été présenté au public il y a tout juste quelques jours de cela. Et donc on est heureux de vous avoir sur ce plateau. D'ailleurs, la RTS était justement à la présentation en présence de votre papa. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est facile d'être la fille de... C'est ça. La fille de, non, c'est pas du tout facile parce que c'est un lourd fardeau qu'il faut porter. Mais quand même, j'essaie de faire mon chemin. J'essaie d'avoir mon propre style et de me différencier un peu du pater. Mais ces influences sont toujours là. Ces influences avec... non? Il y en a eu, non? Si, mais ça fait longtemps, ça. Oui, ça fait mais très dans cet album-là, non. Mais dans le deuxième album, il y avait un feat avec le papa. C'est à 77 ans d'ailleurs, ça s'appelle le titre. Ça me permet de revenir justement sur les titres que l'on retrouve sur cet album, une petite présentation. Il y a 12 titres. Le style, tu l'as un tout petit peu expliqué. Est-ce qu'il y a eu des featuring avec d'autres artistes ou c'est un choix délibéré d'être un peu seul sur non, vous savez, cet album-là, je l'avais composé en 2019 en fait. Il devait sortir en 2020. Mais comme il y avait la Covid et tout, donc on ne pouvait rien faire quoi, à cette période-là. On pouvait pas, même si je le sortais, je ne pouvais pas défendre l'album. Donc j'ai attendu des années après pour pouvoir le sortir. Mais entre-temps, j'ai sorti beaucoup de singles de l'album, dont Madame Bonheur, Monsieur Bonheur, Papato et Khalé Féroce. Il y a 4 singles de l'album qui sont déjà sortis entre-temps. Et voilà. Et on est en train de mettre en place un plan de communication pour les autres sons de l'album qui ne sont pas encore clippés. Parce que pour l'instant, vous n'avez que des audios sur toutes les plateformes et sur YouTube. Mais on est en train de préparer d'autres clips de l'album qui vont sortir dans Joli Garçon et ce téléphone, etc. Et l'immigration clandestine d'ailleurs, qui est un son qui me tient à cœur. Exactement, et c'est d'actualité. Et justement, on a la régie qui nous propose le teaser de ces nouvel albums qu'on va justement visionner et revenir.
pour répondre évidemment à quelques questions. Ce qu'on remarque également, c'est qu'Adiouza parle beaucoup d'amour dans ses chansons. Et on a l'impression que, quelque part, vous vous racontez. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on vous charrie par rapport à ça. C'est un peu l'actualité, ça encore était le cas. Est-ce que c'est vraiment votre histoire que vous racontez? Non, beaucoup de gens croient que, voilà, surtout sur cet album-là, cette question revient. On parle de foyer, voilà, cette question. Et ça tombe bien, je suis divorcée et tout, ça tombe bien. Donc, tout le monde croit que je raconte mon histoire. Oui, ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est les expériences des autres femmes, des amis. Je parle de la société. Mais c'est des choses que vous avez vécues aussi ou pas? Non, je ne vais pas dire que j'ai vécu, non, quand même, je vais pas. Parce qu'il y a des chansons, je ne les ai même pas écrites. Par exemple, tu prends le cas de sa téléphone qui parle de l'infidélité d'un mari, ou bien de Sonona Taina. C'est une femme qui dit aussi à son mari, depuis qu'on s'est mariés, voilà, tu as changé d'habitude, tout n'est plus. C'était pas le cas de C'est devenu morose. Non, c'était pas le cas de votre ex du tout. Il n'y avait pas de problème de téléphone. On va dire que ce sont des histoires communes. Voilà, toutes les femmes. Toutes les femmes vont s'y retrouver. Quoi. Toutes les femmes vont. Ce ne sont pas mes histoires. Je tiens à préciser ça ici. Ça, c'est important. Surtout ce qu'on vient de visionner. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ça, surtout les maîtresses. Quand on appelle après, oui. Mais je veux dire, il y a 4 places à pourvoir. Donc, c'est la place d'Aliou Badara qui me fait dire ça. Non, il faut faire de la place aux autres aussi. C'est vrai qu'au dernier recensement, on a dit qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, peut-être que ça va arranger les choses, qui sait. Mais la polygamie, c'est aussi dans la religion. Oui, c'est dans notre culture aussi. Tu n'es pas si convaincue, toi. Mais non, disons tout simplement que la régie te demande d'assumer ta position. Non, je parle des faits, tout simplement. Quand on a 4 places à pourvoir et que véritablement, on en a les moyens et qu'on veut le faire, il faut aussi que les femmes aussi à un moment comprennent qu'il faut faire un peu de place à l'autre. Ou bien c'est difficile, c'est pas... qu'elles soient d'accord. Non, est-ce qu'on doit prendre l'avis de l'autre avant de... La vie, par respect, oui, il faut prendre l'avis quand même de la première dame, par respect. Mais comme je vous vois toutes les deux, j'ai l'impression que c'est... Ah, on s'en cache pas. Non, on s'en cache pas, il faut prendre l'avis de la première dame. Il faut en discuter. Il n'y a pas d'histoire de 3-4 il faut en discuter, c'est clair. Il faut en discuter, hein, parce que c'est vraiment gauche, voilà, d'épouser une autre femme sans pour autant avertir, voilà, et lui en parler. C'est vraiment difficile et tu vas détruire ton foyer et détruire toute une famille, quoi. C'est des vies détruites. On fait le procès des hommes sur le plateau, Emmanuel de Condé. Ça tombe bien. Je vous écoute attentivement. Mais les problèmes, évidemment, des foyers, c'est des problèmes qu'on retrouve un tout petit peu partout. Dans tous les pays. Partout, dans tous les pays du monde. Des thèmes d'actualité partout. C'est les mêmes thèmes, partout, c'est les mêmes thèmes. C'est les maîtresses ici, c'est la polygamie ici. Donc, on est dans la même thématique, quoi. Et le téléphone dans les couples aussi. Ça aussi, ça peut être un problème. Bien évidemment. Oui. La promotion de ce nouvel album, ça commence comment, quand, qu'est-ce qui est prévu à Adiouza? Voilà, il y a des showcases à faire un peu partout à travers le monde. On va aller en Afrique. Il y a des dates prévues pour Bruxelles le 9 décembre, pour Montréal aussi le 21 décembre. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est dans ce mois de novembre. Là. Donc, on va faire des showcases à travers le monde. Il y aura aussi des soirées retrouvailles avec les fans, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas produite sur scène. Donc là, il est grand temps de faire une retrouvaille avec les fans en live, quoi. Absolument. Donc, on est en pleine promo de l'album. Oui. Vous avez fait des études en ethnomusicologie. Qu'est-ce que cela vous apporte dans votre musique aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Je joue des instruments, déjà par commencer. Oui. Et ça me permet de pouvoir fusionner mes musiques, parce que derrière les beatmakers et tout, moi aussi, je sais faire des beats, je commence les beats et je leur donne, je sais composer, j'écris aussi des sons. Donc ça m'apporte beaucoup et ça me donne beaucoup d'ouverture aussi. C'est ça. Et j'ambitionne même d'écrire plus tard, pourquoi pas, sur l'évolution de la musique sénégalaise de 90 à nos jours. Ça me tient à cœur. Beaucoup de rapport avec les réseaux sociaux? Non, je ne suis pas trop réseau par contre.
je ne suis pas trop réseau. Heureusement que j'ai des CM qui s'en occupent. C'est ça, ça sert aussi c'est une plateforme qui sert aussi à promouvoir. C'est important. Oui. On a beaucoup parlé d'amour, excuse-moi, Adama, peut-être pour finir avec Adiouza très rapidement, mais l'immigration irrégulière aussi. C'est ça. Dans cet album, je crois que c'est un sujet d'actualité. C'était très important pour vous de parler de ça. À cœur. Exactement, c'était très important pour moi de parler de l'immigration clandestine parce qu'il y a 10 ans, dans mon premier album, j'avais sorti un son nommé Galgi, donc qui parlait des mêmes phénomènes qu'on est en train de revivre aujourd'hui. Et comme je le dis, je me sens peinée 13 ans après de devoir reparler des mêmes faits. Donc ça veut dire que rien n'a évolué, rien n'a bougé. La jeunesse africaine, elle veut toujours quitter l'Afrique pour de meilleurs lendemains. Donc il faut vraiment encourager cette jeunesse à rester au Sénégal, à trouver du travail, à surtout former la jeunesse africaine. Moi, je parle toujours de ça. J'ai envie de voir une jeunesse africaine qui se forme à tous les métiers. Pourquoi pas pouvoir créer des voitures, pouvoir créer dans la création, former les jeunes à pouvoir créer, pour ne pas toujours exporter et surtout à se sentir bien dans leur pays. Donc c'est pourquoi j'ai chanté l'immigration clandestine, pour encourager ces jeunes-là à rester au pays. C'est un mirage l'Europe. Moi-même, j'ai été émigrée, donc je sais de quoi je parle. On va laisser le temps à monsieur de Condé de nous dire ce qu'il pense de la musique sénégalaise. Vous consommez la musique sénégalaise, le mbala, c'est très rythmé. Comme nous l'avons évoqué en fait en début d'émission pour la nourriture, l'alimentation, évidemment lorsqu'on vit dans un pays, on fait symbiose avec lui et dans tous les domaines. Et bien sûr, ça fait des années que j'écoute de la musique africaine. Alors en particulier la musique sénégalaise, qui n'a pas connu, qui n'a pas chanté sur Youssou N'Dour dans les années 90, qui était un artiste bien plus que sénégalais, international. Mais non, je suis ça de près, et quand je pars justement dans ces missions régionales avec mon chauffeur Babacar, je découvre de nouveaux chanteurs. J'en ai quelques-uns en tête et c'est toujours magnifique en fait de voir que c'est une musique qui est surtout très vivante et qui évolue et puis qui reste malgré tout ancrée aussi sur des sonorités traditionnelles qui peuvent ensuite se développer avec une vraie modernité. On va finir, Adama, si tu le permets, justement, et rester avec Emmanuel de Condé. Le mot de la fin, justement, concernant ce programme qui permet de prendre en charge, justement, sur le plan orthopédique et chirurgical des jeunes enfants ici au Sénégal. Alors, le mot de la fin, je dirais 2 mots. D'abord, merci. Merci à vous de nous avoir accueillis, de nous avoir offert cette tribune avec, comme vous l'avez constaté, le professeur Kimpé, qui est vraiment un ponte en la matière et qui est un homme exceptionnel et qui s'est formé au Sénégal, en France, et qui est revenu au Sénégal pour participer justement à l'avancée médicale de ce pays magnifique. Et puis le deuxième mot, c'est espoir, parce que nous apportons beaucoup d'espoir à ces jeunes enfants à qui nous donnons une deuxième vie finalement, en opérant un enfant qui est pied-beau au fin fond d'un village sénégalais mais qui ne peut même pas aller à l'école. Nous lui donnons en fait une double chance de retrouver une dignité de futurs garçons et futurs hommes ou filles ou femmes de la société sénégalaise, et puis aussi de pouvoir reprendre des études, parce que parfois c'est malheureusement le cas, lorsque vous êtes handicapé, vous ne pouvez même pas aller à l'école pour étudier. Donc le mot de la fin, c'est vraiment celui-là, et espoir, et à nouveau merci. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et suivez-nous et appuyez notre hôpital. Merci beaucoup. Merci à Adiouza d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de succès aussi. Merci beaucoup, Laura. Sur le plan personnel. On espère que ça va marcher et que ça va s'arrêter au plan B. Il y a un autre plan derrière, il y a un plan C, D, E. C'est pour ça qu'on espère que ça va s'arrêter au B. On s'arrête au B, on s'arrête au B, sûr. Merci Adiouza et bon vent justement à cet album. Merci à toi aussi, Laura. Elle va faire le joyeux anniversaire pour toi ou pas, Adiouza? On le chante en français, en wolof et en anglais. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Anushka. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you, Anushka. Happy birthday to you. En Wolof, Merci bés bu dellu si moo neex. Bés bu dellu si moo neex. Bés bu dellu si moo neex, Anushka. Bés bu dellu si moo neex. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous, franchement. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.